Nous continuons maintenant avec le Togo. On va évoquer donc cette visite que l'ancien archevêque de Lomé a rendue à Jean-Pierre Fabre, l'ancien chef de file de l'opposition. Notez que ces deux anciens qui se rencontrent, c'était le dimanche dernier. Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo était au domicile de Jean-Pierre Fabre. Selon les informations, il est allé convaincre Jean-Pierre Fabre de se ranger dans la logique d'une candidature unique pour l'opposition. Apparemment, il aurait reçu une fin de non-recevoir à sa requête. Ali Legrand, c'est les informations qu'on a reçues en tout cas. Oui, c'est les informations que nous avons tous lues sur la plateforme. C'est ce que nous avons écouté ce dimanche-là. Moi, je dis que c'était une bonne chose, la réponse que l'archevêque a reçue de Jean-Pierre Fabre. Pas une bonne chose pour le peuple togolais, mais dans tous les cas, pour une fois, moi, je voudrais quand même voir sur une longue période la stratégie de Jean-Pierre Fabre et de son parti, l'ANC. C'est-à-dire que, arrivé à un moment quand même, il faut comprendre que il faut se montrer pragmatique. Parce que moi, quand je prends pour une année récente, à partir de 2013, 2012, 2013, jusqu'à aujourd'hui, moi, j'ai vu une ANC qui ne m'a jamais convaincu parce que, n'étant pas du tout cohérente, aussi bien le leader que tout le parti, aux sorties des élections, par exemple de 2013, vous avez vu un peu ce qui s'est passé. Les gens ont été aux élections sous la bannière du CST. Après, tous ceux qui ont été élus à l'Assemblée, on dirait que c'est plutôt l'ANC qui s'est arrogé tout le pouvoir. Après, entre eux, vous avez vu les pics qui sont lancés avec le parti de Aimé Gougué, comment a dit. Et les gens se sont retrouvés sans député ou carrément avec un seul député. Du coup, ils ne faisaient plus de partie de la coalition. Donc les gens n'étaient pas sur la bannière du CST. Après, on a vu un peu la grande coalition avec la présidentielle de 2015, Cap 2015, avec tout ce qui s'est passé. Vous avez vu après encore, avec les locales, avec tout ce que les gens se sont racontés. Telle personne, tel parti de la coalition est allé voter pour unir, pour que UNI puisse avoir la tête de la mairie à tel endroit. Bon, ça, c'est des choses. Mais on a vu justement notre prélat, le vieux, de son état, qui depuis des années nourrit cette ambition de voir l'alternance, du moins avant sa mort. Et Jean-Pierre Fabre, qui il y a quelques mois a dit niet, que ça suffit, il ne se retrouve pas dans cette coalition-là. Ils sont sortis d'abord de la C14. Ils ont l'un des tout premiers d'ailleurs à déposer les candidatures pour les locales. Après, ils sont revenus et ils ne sont plus dans cette dynamique de candidature unique. Il s'est prononcé déjà pour ensuite concerne sa candidature pour la présidentielle encore, sachant pertinemment que les conditions ne sont pas réunies. Et c'est là où moi je dis qu'il y a incohérence. Les gens savent pertinemment que ça ne va pas marcher, mais ils y vont quand même. Après, pour dire que les conditions ne sont pas réunies. Maintenant, si le monseigneur, le prélat, se rend encore chez lui, ce prélat, justement, qui, quelques semaines, sinon quelques jours avant, a dit que non, ça ne marche pas, la dynamique unitaire ne marche pas parce que les gens ont voulu que ça ne marche pas, notamment l'ANC. Et bien que le même prélat va là-bas, peut-être pour faire son mea culpa, comme certains le disent, comme quoi il a été à des déclarations hâtives. Ben, je pense que Fabre, pour une fois, est dans une dynamique de dire non, ça suffit, il ne veut plus rester dans cette histoire. Marc Armoflan, on ne peut pas aujourd'hui considérer que la visite de Monseigneur Kodjo à Fabre, c'est le début d'une union de l'opposition. Impossible. Non, pas vraiment. Impossible. Savez, notre opposition a monté des prédispositions à la désunion depuis l'avènement de la démocratie chez nous. Maintenant, je pense qu'il y a deux combats, deux vies au service d'une cause qui peuvent se rejoindre en fait sur les bords, mais qui auront du mal, en tout cas dans le contexte actuel, à se mettre ensemble. La première, c'est le combat de Monseigneur Kodjo, qui, rappelé, a été président du Haut Conseil de la République, de la République, président de la conférence nationale souveraine, et qui a toujours un goût d'inachevé, parce que cette conférence nationale souveraine était pour la plupart des Togolais qui l'ont suivi, devait être le déclencheur de l'alternance, qui n'est jamais advenu. Maintenant que Monseigneur Kodjo se reprenne 25 ans après, et qu'il ait envie que cette alternance advienne, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, ou en tout cas pour achever les causes
pour lesquelles on s'est engagé. Et je pense que c'est dans cette logique qu'il a engagé cette union de l'opposition, parce qu'aujourd'hui, il y a une plateforme réunie autour de lui, même si dans cette plateforme, il y a plusieurs candidats individuels déjà déclarés. Il y a c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Démocratiques qui sont réunis autour de lui. Est-ce que c'est un marché de dupes? Je pense que là n'est pas le débat pour le moment. Peut-être on en débattra après. Il y a à côté aussi Jean-Pierre Fabre, dont on connaît le combat, ancien secrétaire général de l'Union des forces du changement, celui qui a été au front de tous les combats, d'autant plus que Gilles Christ a longtemps fait le maquis, et donc on a connu aussi les conditions de création de l'ANC, donc avec cette scission avec Jean-Pierre Fabre, qui est peut-être à sa dernière ou à son avant-dernière tentative de devenir président de la République du Togo, parce que c'est peut-être la troisième tentative, mais il ne faut pas oublier la limite d'âge. Et Jean-Pierre Fabre, comme un certain Gilles Christ, est en train de grandir. Et Jean-Pierre Fabre sait aujourd'hui qu'il aura peut-être tout au plus 2020 ou 2025 pour tenter de conquérir les Togolais, et pourquoi pas espérer devenir président. Maintenant, il ne faut pas oublier que Monseigneur Kodjro et Jean-Pierre Fabre, au-delà des histoires d'avant-conférence, ont déjà cheminé ensemble, parce que Monseigneur Kodjro était un peu comme le père spirituel de la C14 version originale. C'est lui qui rassemblait, qui réglait les petits pépins au sein de cette coalition-là. Mais on a vu comment la coalition a volé en éclairs. On a entendu même Monseigneur Kodjro sur le rôle qu'a joué l'ANC dans le déclin de cette coalition. Et on a même entendu après Jean-Pierre Fabre dire qu'ils avaient été offusqués par ces paroles-là du prélat, et qu'il n'était pas prêt, même s'il l'avait pardonné, à oublier ça. Et donc, nous sommes sur une scène politique aujourd'hui où les différentes postures ne montrent pas qu'il y a une volonté d'aller à l'union. On peut peut-être avoir une volonté de se mettre ensemble pour obtenir les réformes, pour avoir peut-être un peu plus de ressources pour aller à ces élections-là. Mais sur le principe de participer à ces élections-là, je pense qu'il y a une volonté commune de tous. Ils s'entendent sur le fait qu'ils doivent tous aller à ces élections. D'accord. Maintenant, une rencontre, et si je peux chuter là-dessus, une rencontre entre les deux personnalités est une chose extrêmement bien, parce que des leaders qui ont la même cause doivent souvent se parler. C'est vrai qu'on a entendu dire que Jean-Pierre Fabre a opposé une fin de non-recevoir au désir du prélat. Le prélat aussi devrait prendre conscience aujourd'hui du fait que s'il y a candidat unique ou candidature unique à dégager au sein de l'opposition togolaise dans toute sa pluralité, au regard des dernières échéances électorales et de la mobilisation même qu'on a vue sur le terrain, l'ANC, quoi qu'on dise, on peut leur reprocher tout, est le parti le mieux positionné aujourd'hui pour désigner un candidat. Est-ce que les forces démocratiques réunies autour de Kodjro pourront faire cette concession-là? Et si jamais l'ANC veut s'allier avec eux et placer le leader de l'ANC comme candidat unique, je pense que ça, c'est encore très loin. David Diakwavi, est-ce que Monseigneur Kodjro, dans cette démarche, n'est pas en train aussi, est-ce qu'on va supposer que peut-être qu'il a oublié un peu le passé, mais il avait traité l'ANC de tous les noms d'oiseaux. Revenir aujourd'hui vers Jean-Pierre Fabre, comme le rappelait Marc Abouflan, ce n'est pas des choses qui s'oublient aussi facilement en politique. Non, il n'est pas trop tard pour se rattraper. Vous savez, dans une situation politique un peu comme celle du Togo, il y a des positions qui sont prises par des adversaires politiques qui se retrouvent dans une thématique politique donnée. Il y a des positions qui sont prises pour faire bouger les choses aussi. Il faut pas passer sous silence là. Alors aujourd'hui, que Monseigneur Kodjro prend son bâton de pèlerin pour aller vers la classe politique de l'opposition du Togo, il faut d'abord lire dans cette démarche la volonté d'une personnalité très connue, un peu comme Monseigneur Kodjro, d'appeler à l'union de l'opposition. Maintenant, est-ce que son appel pourra être entendu aujourd'hui? Il y a cette volonté qu'ont les opposants togolais d'aller à ces élections. La preuve, il y a déjà une pluralité de candidatures qui ont été annoncées.
C'est des annonces qui ont été faites. Est-ce qu'il y aura des conciliations qui pourront amener à une union de l'opposition? La question qu'on devait se poser, c'est d'abord de savoir qui est cette figure de l'opposition qui pourra valablement représenter cette union de l'opposition togolaise. C'est vrai que quand vous mettez les calculs sur la table, l'ANC part favori. Mais la question est de savoir combien de fois faudra-t-il à l'ANC de participer à ces élections pour apporter cette alternance aux Togolais. L'ANC est déjà passé par 2 fois, ça n'a pas marché. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers une autre vision qui consiste à apporter tout le soutien des différentes formations politiques de l'opposition à une candidature qui ne fera pas partie de la famille politique de ces différentes formations politiques qui se sont prononcées à aller à ces élections ou ceux qui se retrouvent dans l'opposition? Aujourd'hui, Monseigneur Podro ne veut pas laisser tomber le combat qu'il avait commencé. Et cette démarche s'inscrit dans cette volonté d'un homme qui a envie d'exprimer au peuple togolais sa volonté et son désir de voir l'opposition aller à ces élections en voie unie. Malheureusement, et ce n'est pas la première fois, depuis que le Togo organise des élections présidentielles, je ne me rappelle pas s'il y a eu déjà une seule élection à laquelle l'opposition togolaise avait participé en rang unique. Je ne sais pas trop, peut-être que ma mémoire me joue des tours. Il y a eu des candidats communs, mais pas uniques. Voilà, mais je me rappelle qu'il y a eu des candidatures qui se sont annoncées. Alors aujourd'hui, le constat qui est dégagé est celui il y avait eu une bonne réussite avec Bob Akitali en 2005. Bon. Mais est-ce qu'il était seul face à Yalima? Non, il n'était pas seul. Mais bon, voilà. les autres candidats, on peut quand même... Voilà, donc le constat aujourd'hui, c'est celui que tout le monde fait. Les élections, c'est dans 2 mois. Ce n'est pas à 2 mois que l'union de l'opposition va être entendue. Ça aurait été fait depuis très longtemps. Et quand vous parcourez un peu la crise qu'a traversé le Togo depuis 2017, avec l'avènement des manifestations de rue lancées par le PNP, vous verrez que chaque formation politique de l'opposition est braquée sur sa position. Pourquoi? Parce que chacun veut faire comprendre à l'autre que je suis le leader, je suis celui qui est le porte-voix de la population, et cette lutte a donné ce que ça a donné aujourd'hui. En 2 mois, c'est pas forcément tard. Candidature unique de l'opposition peut être impossible, mais il peut y avoir une coalition assez large, telle que Monseigneur Podro le prône là, parce que d'abord, il y a une plateforme, il y a beaucoup d'opposants, ils se réunissent. Oui, maintenant, si on estime que sur le terrain, voilà, beaucoup de candidats déjà déclarés. Oui. Mais là encore, n'empêche, les gens peuvent désister. Ça ne veut pas dire qu'ils ont déjà déposé leur candidature. Ça, c'est des déclarations, c'est des annonces. Donc, pour dire que là encore, moi, j'ai vu, il y a certains membres de la société civile, des indépendants qui sont déclarés aussi. Mais tout porte à croire qu'avec le travail que Monseigneur Podro est en train de faire, à suivre les calculs de près, l'ANC, quand même, c'est vraiment un grand poids sur l'échiquier politique. Maintenant, si entre-temps, il advenait que l'ANC acceptait d'aller dans une union quelconque, ça voudra dire que il y aura une majorité, une grande partie du peuple, en fait, qui va s'ajouter à la force à cette union. Mais maintenant, si l'ANC ne voudrait pas, cela n'empêche, si entre-temps, il y a une majorité qui se dégageait, je crois que, tel que David vient de le dire, la meilleure façon, c'est de ne pas présenter un candidat d'une coalition qui soit de la classe politique d'opposition existante, mais peut-être une figure, une tête, une physionomie qui n'est pas connue en tant que telle de la politique togolaise. Moi, je pense que là aussi, ça pourrait jouer. Puisque les élections, n'oubliez pas, c'est à 2 tours. Même si, déjà, au premier tour, on a peut-être 6 candidats qui, finalement, font une coalition et qui dégage une seule personne qui dépose sa candidature, je crois que déjà ça peut donner quelque chose. Et que l'ANC, spectaculairement, à la dernière minute, peut désister, dire que non, appeler plutôt ses militants à voter pour celui-là. Je pense que c'est le rêve du prélat. Pas forcément que le candidat vienne de l'ANC ou bien du CAR, non. On peut faire toutes les spéculations qu'on veut, Marc Aboufan, mais s'il y a une chose sur laquelle on peut parier, c'est que l'ANC n'est plus dans cette logique. Parce que moi, je me rappelle encore de cette interview que Jean-Pierre Fabre a accordée à Republic of Togo. Il a dit clairement,
on ne va pas faire quelque chose qui n'a jamais montré ses preuves. Oui, vous savez, moi je pense le contraire. L'ANC n'est pas dans la logique d'aller vers des unions où il n'est pas le leader naturel. C'est ça la véritable question. Union, mais c'est moi, quoi. Oui, s'il faut aller à des unions, au-delà du fait qu'on peut aimer ou pas l'ANC, il faut reconnaître quand même à l'ANC qu'elle est la première force politique de l'opposition, si on se fie aux dernières élections. Et donc, union de l'opposition avec l'ANC, il doit avoir, l'ANC devrait naturellement, au-delà de toutes les autres considérations, prendre la tête. Maintenant, ceux qui initient cette union-là, en autant de facto, le droit ou cette responsabilité d'accorder à l'ANC ce leadership-là, je pense que c'est naturel qu'il s'échoue devant l'ANC. D'autant plus que l'ANC, c'est quand même un parti aussi avec des militants auxquels rencontre, des militants qui, sur chacune des élections où vous avez participé, vous placent systématiquement en second après le parti au pouvoir. Mais retournez vers ces militants-là pour leur dire, ben, voilà, vous nous portez, mais nous portons celui-ci. C'est un message difficile à passer, à mon avis. Et puis, il ne faut pas oublier que longtemps, nous avons vendu les 2 tours d'élection comme une sinécure, mais avec la configuration actuelle, moi je crains, peut-être comme disait Ali Legrand tout à l'heure, qu'on n'arrive pas au second tour, parce qu'il suffit de prendre les résultats bateaux avec lesquels le parti UNIR est sorti des dernières élections et constater aussi le fait qu'il n'y a pas de changement majeur aujourd'hui sur l'échiquier qui peut impulser un changement. En 2018, nous avions eu les événements de 2017 qui auraient pu faire balancer, changer la balance en faveur de l'opposition, mais bon, c'était un choix stratégique de ne pas aller à ces élections-là. Le résultat, on le connaît tous. Ce qui se passe aujourd'hui est que le prélat aussi est entouré d'un certain nombre de faux. Maintenant, la seule chose qui peut arrêter véritablement un certain nombre de personnes de participer à ces élections-là, c'est peut-être la question financière, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas mesurer à vue d'œil la capacité financière d'un tel ou d'un tel autre candidat. Je sais déjà qu'en 2015, beaucoup de candidats potentiels ont échoué à trouver les 20 millions de caution pour cette élection. Et donc, tous ceux, les 14-15 déclarés aujourd'hui, je doute fort qu'ils puissent avoir cette caution. Et même s'ils l'ont, je pense que ça ne serait qu'émietter les voix de l'opposition, parce que quand vous décomptez tout ce beau nombre-là, il n'y a en réalité aucune, à part peut-être un ensemble, le Togo, qu'on a déjà vu au local, mais qui a été rejeté. Si jamais Pascal Bodiona, donc, n'est pas candidat à ces élections-là, je vois très peu, parmi ces 14 déjà déclarés, menacer réellement l'électorat traditionnel du pays. Alors que pour espérer gagner ces élections-là, il faut des candidats qui puissent véritablement menacer l'électorat du parti au pouvoir. Et même avec une coalition autour du prélat, si elle n'est pas franche, en tout cas comme on le voit actuellement, je ne pense pas que ça puisse changer quelque chose. En même temps, David Djaglavi, est-ce que vous pensez que en faisant ces calculs sur l'union de l'opposition pour battre le candidat du pouvoir, Monseigneur Poudrou a un plan B? Quel plan B? Il a donné tout ce qu'il a déjà. Et ce qu'on sait de sa position, c'est l'appel. Là, il peut toujours avoir des choses dans sa soutane. C'est l'appel à l'union de l'opposition. Le plan B. Parce qu'il mise tout sur ça. Il avait fait pour les municipales, ça n'avait pas marché. Il n'a pas réussi à conquérir l'ANC. Il fait la même chose pour la présidentielle. Oui, c'est ça le problème de l'opposition togolaise, en fait. Il y a une certaine méchanceté à écouter les propositions qui sont faites par les autres. Vous savez pourquoi UNIR est confiante en son candidat? Parce que cette formation politique est sûre qu'en positionnant le chef de l'État actuel, il va gagner les prochaines élections. En 2005, c'était fort. 2010, c'était lui encore. 2015, c'était encore lui. Et aujourd'hui, moi, quand on parle de la force politique de l'ANC, je suis d'accord, mais je dis derrière cette force politique, il y a quoi comme acquis concrètement sur le plan politique? Qu'est-ce que l'ANC peut démontrer comme acquis aujourd'hui? Je serais à la place de Jean-Pierre Fabre si
Ça, cela, je parlais de méchanceté de l'opposition togolaise. Moi, j'avais été à la place de Jean-Pierre Fabre lorsque le Congrès m'a investi en tant que président et candidat de cette formation politique. Je pourrais accepter encore le poste de président de cette formation politique, mais en tant que candidat, sur la base de mes 2 dernières expériences, en 2010 et en 2015, si j'ai la véritable volonté d'aller vers un changement, je déclinerai poliment cette proposition. Tous les réformes. Parce que jusqu'à preuve de contraire, je déclinerai. Jean-Pierre Fabre a toujours revendiqué les résultats, la victoire de oui, mais élections. c'est à cela que je parle d'acquis. Qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui? En 2010, il a été à l'élection. Après, on a dit qu'il a été volé. 2015, c'était le même schéma. Aujourd'hui, qu'est-ce que... en 2015, il dit que les conditions ne sont pas réunies. Qu'est-ce que ça a donné? Il avait cité, je me rappelle, il a cité le Ghanéen, l'actuel président, qui a perdu 2 fois ou 3 fois, je ne sais pas, une présidentielle avant de... On peut perdre même 4 fois et gagner après. Réalités ne sont mais les réalités ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, depuis, quand vous prenez un peu la sous-région ouest africaine, tous les pays ont connu l'alternance. Tous les pays depuis 1990, je ne sais pas s'il y a un pays le Togo a connu qui n'est pas... Non, tous les pays ont connu... Il n'y a pas de délit de faciès. Ont connu une alternance après des élections. Le dernier pays, c'était la Gambie. Mais le Togo n'en a pas encore connu. À moins qu'on ne reconnaisse le pays de patronyme. À la suite d'une élection. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de fond qui se pose. Il faut que l'ANC comprenne la nécessité. Vous savez, aujourd'hui, si l'ANC accepte cet appel de Monseigneur Podro, ça va résoudre, ça va ouvrir beaucoup de portes. Vous pensez que l'ANC n'est pas le cheval gagnant? L'ANC aujourd'hui, quoi qu'on dise, et me fondant sur les 2 dernières expériences, moi je parle sur la base des résultats, des acquis des 2 dernières amis. Moi, l'ANC, c'est le meilleur adversaire de UNIR, c'est ça? De toutes les façons, l'ANC, quoi qu'on dise, même si elle n'est pas le meilleur adversaire de UNIR, mais du côté opposition, c'est l'ANC encore qui peut tenir un peu les câbles. Mais pas les câbles qui puissent renverser UNIR. Moi, je dis non. Parce que au-delà... L'enjeu, c'est de renverser UNIR. C'est pas d'être le chef de l'opposition. Non. Puisque tout le monde crie alternance, tout le monde veut le pouvoir. Si comme vous le dites, elle ne peut pas renverser UNIR, bon, qu'est-ce qu'on fait là? Non, mais là aussi, il ne peut pas devenir... En tout cas, même le chef de file d'opposition, je crains. Parce que vous savez, avec l'avènement du PNP en 2017, peut-être calcul politique. Oui. Mais par calcul politique, les partisans, enfin les responsables de UNIR ont compris quelque chose. Là aussi, c'est des calculs. On se demande réellement que veut l'ANC. Parce que moi, quand je prends personnellement Jean-Pierre Fabre, comme David venait de le dire tout de suite, quand je parlais, dans un premier temps, je disais que ce n'était pas une mauvaise réponse, selon moi, que Fabre a donné au prélat, pour dire quelque part que Jean-Pierre Fabre sait ce qu'il veut. Mais pour moi, Jean-Pierre Fabre ne veut pas le pouvoir. En tout cas, devenir président du Togo. Moi, il ne raisonne pas de la sorte, parce que si justement il veut le pouvoir, ce n'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Ça, c'est moi. C'est mon analyse personnelle. Parce que quand on dit que les conditions ne sont pas réunies, la réforme, ce qu'on a toujours revendiqué, n'est pas en place. Mais quand on fait justement partie des tout premiers à déposer sa candidature, moi je dis que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il vaut mieux aller faire comme ce que les gens le font ailleurs. C'est-à-dire que aller par exemple accepter les discussions avec le prélat, même si dans un premier temps, vous estimez qu'on ne vous prend pas en champion. C'est-à-dire que vous n'êtes pas le premier à être délégué derrière qui tout le monde doit s'aligner. Faites semblant. Puisque le but, c'est de renverser UNIR et d'obtenir l'alternance. Si c'est ça, c'est ce que nous définissons. N'a jamais été de faire semblant. Et l'ANC, quand vous voyez leurs différentes positions, quand vous écoutez leurs différentes instances, vous comprenez que l'objectif de l'ANC, je ne sais pas si c'est mentionné dans leurs tests, mais c'est d'être la meilleure des forces de l'opposition. Et l'ANC simplement la meilleure, mais en fait, je peux la terminer. L'ANC n'a jamais toléré l'adversité au sein de l'opposition. L'ANC a toujours toléré l'adversité au sein du parti au pouvoir, mais vous allez voir toutes les forces. C'était l'ANC d'abord version UFC. Avec le CAR, on connaissait ça. Ensuite, avec l'ANC, on a vu d'abord les rivalités internes avec l'UFC, ensuite toujours avec le CAR, puis avec l'ADI. Ça, ce sont des partenaires potentiels de l'ANC auxquels l'ANC n'a jamais fait cadeau. Et l'ANC a traité même pire ces potentiels alliés-là qu'elle aurait dû traiter le parti au pouvoir. C'est dire que l'ANC veut se retrouver
dans la posture de bon deuxième. Et pour être bon deuxième, en réalité, il faut faire la chasse à ses poursuivants. Et quoi qu'on dise aujourd'hui, Monseigneur Poduro et sa coalition sont des concurrents. Parce qu'en réalité, quand on prend les résultats des dernières locales, où le prélat a soutenu la coalition C14 sans l'ANC, c'est cette coalition qui est la troisième et donc le poursuivant immédiat de l'ANC. C'est-à-dire qu'avec un peu plus de chance, cette coalition pourrait ravir une place que l'ANC a toujours chérie. C'est la place de meilleur de l'opposition. Maintenant, c'est ce qu'il faut toujours garder. Est-ce que l'ANC, justement, finalement, ne veut pas l'alternance au Togo alors? Concrètement, l'ANC veut quoi? Qu'est-ce que ça apporte à la population? L'ANC a toujours été incohérente dans sa ligne, dans sa position. Mais pour une fois, ce nom-là, au prélat, est cohérent avec la ligne de l'ANC. Oui, là je suis d'accord, c'est cohérent. Mais sauf qu'on ne me dise pas que l'ANC vient de sortir d'un congrès. Et au congrès, les membres de l'ANC ont voté une recommandation demandant au bureau directeur de ne pas aller dans des coalitions si l'ANC ne prend pas la tête. En tout cas, tant que l'ANC est première. Mais ça, c'était prévisible. Mais moi, finalement, qu'est-ce que ça apporte à la population? Puisque le but de cette partie, c'est de renverser le parti au pouvoir. Vous faites son business, ça, je suis d'accord. Si vous voulez parler du business, là, je suis d'accord. Moi, je pense qu'on aurait pu, pour finir, on aurait pu trouver dans la constitution togolaise que si vous avez été candidat 2 fois malheureux à une élection, vous ne... Chacun fait son business. Ça, c'est vous le ça voudra dire que là, c'est pas le pouvoir. On va aux États-Unis, ça se fait. Vous ne revenez plus aussi.